Carole Manduchet, bonjour, bienvenue. Vous êtes donc la directrice des affaires corporate chez AstraZeneca France. Quelques chiffres au niveau mondial pour commencer. AstraZeneca, c'est le 11e laboratoire mondial, 26,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 6 milliards de dollars investis dans la recherche et le développement, plus de 76 000 collaborateurs et plus de 10 000 toujours dans cette recherche et développement. AstraZeneca qui est membre fondateur de la Sustainable Markets Initiative, ça suppose quels engagements mondiaux, notamment sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre ? Alors AstraZeneca s'est engagé en 2020 à avancer de 10 ans son plan de décarbonation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on souhaite être carbone neutre d'ici à 2025 sur l'ensemble de nos activités, ce qu'on appelle les scopes 1 et 2, c'est-à-dire tout ce qui est les émissions qui nous concernent liées à nos sites et à nos activités, et puis d'être carbone négatif à horizon 2030 sur toute la chaîne de valeur de notre industrie, donc y compris la production de nos médicaments, et donc notamment les inhalateurs qui sont émetteurs de gaz à effet de serre. Ouais. Ça veut dire, alors là, on parlait de recherche et développement, 10 000 collaborateurs en R&D, il faut réinventer un inhalateur, quoi. Il faut quelque chose de totalement différent, c'est ça ? Tout à fait. Il faut repenser notre manière de produire un inhalateur. Et donc, on a un programme d'investissement sur l'ensemble de ce programme Ambition Zéro Carbone de 1 milliard d'euros à horizon 2030. Donc, effectivement, c'est assez conséquent. Et puis, c'est aussi un travail quotidien. C'est une rigueur dans toutes les actions qu'on mène. Et donc, il faut ne rien lâcher. Et pourquoi on fait ça ? Parce qu'on considère qu'aujourd'hui, la santé de la planète, la santé des gens et la santé de nos économies sont intrinsèquement liées. Il y a plein de leviers quand on parle d'impact d'une entreprise, la consommation d'eau, d'électricité, les emballages, les déchets. Je voudrais qu'on parle des emballages, par exemple, parce que quand on fait du médicament, je ne sais pas quelle est la quantité d'emballage qu'AstraZeneca peut produire et utiliser dans une année, mais comment vous travaillez sur ce levier-là ? Alors, je n'ai pas les chiffres exacts sur la production et la consommation d'emballage. Ce qui est sûr, c'est que dans cette logique de réduction des émissions de carbone et de réduction de notre empreinte sur la planète, il y a effectivement tout un chantier sur la réflexion autour de ces emballages, tout en sachant que ces emballages doivent répondre à certaines normes, évidemment, bien sûr, et qui peuvent différer selon les pays. Il y a de la sécurité à tenir, donc voilà. Donc c'est pas si simple, quoi. Tout à fait. Ouais. C'est à nouveau, c'est un temps long. Et puis, évidemment, on ne mène pas ces combats seuls. Ce sont des combats qu'il faut mener collectivement. Et donc, on travaille aussi avec les différents prestataires qui nous accompagnent et avec l'ensemble des acteurs de la chaîne du médicament. Oui, donc là, on est dans le scope 3 sur la consommation d'eau, l'électricité. C'est quoi les actions menées par AstraZeneca ? Alors, c'est évidemment au cœur de ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, on a au niveau monde 99% de l'électricité qu'on achète qui est issue de sources renouvelables, donc c'est-à-dire tout ce qui est éolienne, panneaux électriques, vent, hydraulique, etc. Et puis, on a réussi à réduire depuis 2015 de 20% notre consommation d'eau au niveau mondial et de 60% nos émissions de gaz à effet de serre, tout en étant en croissance. Donc, c'est un véritable effort que fait le groupe, mais on pense aujourd'hui que c'est essentiel de le faire. Alors, effectivement, cette période, cette pandémie, quel impact économique elle a eu pour AstraZeneca au niveau mondial ? Alors, aujourd'hui, nous, on est évidemment présents dans le vaccin avec la lutte contre le Covid, et puis dans certains traitements également, mais on a aussi continué des actions dans nos aires thérapeutiques majeures, que sont l'oncologie, que sont les maladies respiratoires et immunologiques, et puis les maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques. Il faut savoir qu'au-delà de l'accès large et accessible qu'on a souhaité donner à prix coûtant à notre vaccin, il y a aussi toutes les actions pour continuer à soigner des patients qui souffrent de maladies chroniques, et puis à encourager aussi le dépistage de ces maladies, parce qu'il est essentiel aujourd'hui de se faire dépister d'un cancer, même si on est dans le cadre d'une pandémie, les autres maladies sont toujours là et elles n'attendent pas. Et c'est très important de faire passer ce message parce que évidemment, on est de nouveau dans une période de tension dans les hôpitaux avec l'obligation de reporter certaines opérations, mais il faut quand même que les gens qui sont malades se fassent dépister pour toutes les maladies et soient vigilants là-dessus. Cette notion de prix coûtant sur le vaccin, c'est important parce que il y a quand même pas mal de voix qui s'élèvent pour lever les brevets, pour rendre le vaccin plus accessible
notamment dans les pays les plus pauvres de la planète. C'est quoi la politique d'AstraZeneca là-dessus? Est-ce qu'il faut lever les vaccins? Est-ce qu'il faut les protéger? Qu'est-ce que vous dites? Alors AstraZeneca déjà a produit plus de 2 milliards de vaccins, dont les 2 tiers sont allés vers les pays dits en voie de développement. Donc on a une action très forte et puis on travaille aussi en partenariat avec les différents pays pour justement orienter des doses vers ces pays. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on sortira de cette crise pandémique qu'une fois que l'ensemble des pays seront vaccinés. Et malheureusement, les pays en voie de développement ont une couverture vaccinale extrêmement basse. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous, on a souhaité s'engager de cette manière-là. Ouais. Quand vous dites à prix coûtant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne gagnez pas d'argent sur on ne gagne pas d'argent sur le vaccin. Ouais, c'est aussi simple que ça. Et il y a un enjeu, effectivement, sur la durée de cette pandémie. C'est-à-dire que ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui se passe avec le variant Omicron qui vient d'Afrique australe, c'est que ça pourrait se répéter. Vous voyez ce que je veux dire? On parle souvent d'une durée de vie d'une épidémie de coronavirus qui peut aller entre 3 et 5 ans. Est-ce qu'il y a un risque que ça dure plus longtemps? Vous n'êtes pas épidémiologiste. Voilà, tout à fait. Ça allait être mon premier niveau de réponse. Et puis, surtout, moi, j'ai envie aussi d'avoir un message d'espoir. Je crois que pendant toute cette pandémie, on a vu que la recherche, et puis la recherche collective, l'action de l'ensemble des acteurs du système de santé, que ce soit des acteurs type laboratoire pharmaceutique, des universités de recherche, des start-up, mais même les gouvernements, tout le monde s'est associé, sans parler de l'action évidemment des professionnels de santé. Et on a réussi à trouver des vaccins. Il y a plusieurs vaccins aujourd'hui qui sont là. On voit que ça délivre, puisqu'on a vu qu'aujourd'hui, on a des courbes qui décrochent d'hospitalisation et de décès par rapport aux courbes de contamination. Et puis, il y a aussi des nouveaux traitements qui arrivent. Donc, je crois qu'il y a aussi un message porteur d'espoir que la recherche avance en même temps que cette pandémie. Quelques chiffres sur AstraZeneca France. Le chiffre d'affaires 2020, 1,5 milliard d'euros, plus de 1300 collaborateurs. C'est la 5e filiale du groupe, la 2e filiale de l'Union européenne. Je voudrais qu'on parle de vos investissements en matière environnementale et sociale. Ça représente quoi aujourd'hui? Alors, à Choose France, en 2020, on a annoncé un investissement de plus de 500 millions de dollars, dont notamment tout un pan environnemental et social. À ce jour, on a déjà investi plus de 700 000 dollars dans l'environnement et le social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a fait un partenariat avec Versailles et qu'on a mécéné la replantation de 450 chênes pédonculés et puis qu'on utilise les ressources... Dans le parc de Versailles, c'est ça? Dans le parc de Versailles, dans l'allée de Saint-Cyr, qui avait été inhalée, qui avait été détruite par les tempêtes de 1990 et 1999. Et donc, on trouvait que c'était une action doublement vertueuse. Et puis, on a souhaité continuer cet engagement en permettant aux jeunes de l'Ascenseur. L'Ascenseur, c'est une coalition à la fois d'associations et d'entreprises qui se battent pour l'égalité des chances et qui accompagnent des jeunes issus de banlieues, de milieux ruraux, de zones économiques fragiles ou encore de quartiers dits prioritaires de la ville pour se développer, avoir accès à l'information, l'éducation, l'orientation et l'emploi. Et donc, on a décidé d'orienter l'ensemble des contreparties qu'on avait de ce partenariat pour ces jeunes avec un programme ludo-éducatif et notamment dans ce cadre-là, ils vont pouvoir visiter les chantiers de Versailles. Ça veut dire rencontrer des artisans, discuter avec des couvreurs, des doreurs, des restaurateurs de ce château et découvrir des nouveaux métiers aussi. Donc ça, c'est combien de jeunes soutenus Alors, via ce programme-là, plus spécifiquement, on espère pouvoir aider en moyenne chaque année entre 300 et 500 jeunes. Et puis, on a un autre programme dans lequel on s'est engagé avec l'Ascenseur pour aider 1000 jeunes en 3 ans. Il faut savoir qu'on est partenaire fondateur de l'Ascenseur depuis 2019 et que chaque année, on enrichit le nombre de projets qu'on a avec eux parce que plus que jamais, c'est un combat à mener. Je vous donne un chiffre qui est particulièrement impactant sur ce sujet. Il faut 6 générations pour sortir de la pauvreté en France, contre 4 dans les pays de l'OCDE et 2 dans les pays nordiques. Donc je crois que c'est un problème sur lequel il faut collectivement agir. Et est-ce que cet objectif d'inclusion, il existe aussi, ou quelle forme il prend dans la politique de recrutement d'AstraZeneca France? Alors, on fait précisément ce programme pour permettre à des jeunes talents d'intégrer notre entreprise. Il faut savoir qu'entre 7 et 12 ans, votre horizon diminue, que le mentorat, quand vous accompagnez des jeunes, diminue de 30% le risque de décrochage en première année d'enseignement supérieur.
Et donc, toute cette action, elle a pour but d'accompagner ces jeunes à l'emploi, et notamment chez nous, puisqu'aujourd'hui, une étude McKinsey a montré que les entreprises qui sont diverses et inclusives performent de 36% plus. Donc, ce n'est pas seulement utile, c'est aussi un intérêt pour nous. Merci beaucoup. Merci Carole Manduchet. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat. C'est déjà Noël.